Qu'est-ce qui vous séduit le plus? Atteindre des sommets, prendre de la hauteur ou avoir une vue d'ensemble? Plutôt la vue d'ensemble. J'aime beaucoup ce quartier, qui est un quartier assez poétique pour moi. Poétique? Oui, et sous des allures inhospitalières. Et c'est un mélange de beaucoup d'architecture, aussi de classe sociale, hein, parce qu'il y a des gens qui travaillent. C'est plus subtil que ça en a l'air. Vous aimez l'architecture? J'aime bien l'architecture, mais parce que c'est quelque chose du quotidien quand même, c'est important. Je trouve si les architectes et les urbanistes peuvent nous faire des endroits qui soient agréables à vivre, c'est bien. Là-haut, on a une perspective unique. Il y a cet axe historique de Paris qui a été respecté. Donc on voit l'Arc de Triomphe, l'obélisque de la Concorde et le musée du Louvre. On va y aller. Après, on voit à l'ouest on voit partout. On voit jusqu'à Pontoise. On voit pas la Manche, mais presque. La Défense est le deuxième quartier d'affaires en Europe, après Londres. Mais moi, je rêve d'avoir mes bureaux ici. Ah bon? Vous savez qu'il y a des sous-sols géniaux où on pourrait faire des locaux de répétition formidables. Pour la musique, en particulier, c'est un espace qui serait extraordinaire. Je pense toujours à mes Si on branchait là une enceinte, quel air vous aimeriez entendre? J'ai fait plein de chansons qui parlent de ça. J'en ai fait une qui s'appelle Cœur Défense. C'est un quartier qui m'inspire beaucoup. Bonjour Bertrand Burgala. Bonjour Valérie. Bienvenue dans votre Paris des Arts. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes musicien complet, chanteur, arrangeur, compositeur, producteur. On va revenir dans cette émission sur votre discographie exigeante et éclectique. Mais avant, je vous propose d'aller visiter la dernière exposition de la Grande Arche de la Défense. Et ça se passe tout là-haut. Prêt pour l'ascension? Allez. Jackie Kennedy, Sophia Loren, Johnny Hallyday, Robert Redford, Lady Diana, Jack Nicholson. Quel est le point commun entre toutes ces personnalités? C'est Daniel Angeli, le roi des paparazzis. Il a passé sa vie à traquer les stars, c'est souvent lié d'amitié. Aujourd'hui, ce chasseur redouté passe de l'ombre à la lumière avec une rétrospective qui lui est consacrée à la Grande Arche de la Défense. Bonjour Daniel. Bonjour. S'offrir le toit de la Défense après avoir passé sa vie à traquer les stars, devenir soi-même la vedette, c'est pas rien. C'est un honneur. Bon, comment tout a commencé? Je suis rentré dans une agence de presse d'Almaz. J'ai fait un premier scoop qui est Edith Piaf, qui est quelque part dans l'expo. Bardot, je vois Gilbert, qui était mon ami, Saint-Tropez. Et il y a eu la rencontre avec Johnny Hallyday. Et tout s'est arrêté à la mort de Johnny pour moi, voilà. Bon, quel est le rapport entre le paparazzi, donc l'homme quand même qui chasse l'image, et le sujet? Alors, il y a des photos de paparazzi, il y en a plein. Mais la plupart du temps, je suis devenu ami avec les gens et ils m'ont donné des rendez-vous. On exagère un peu le mot paparazzi. Vous avez beaucoup photographié Romy Schneider, beaucoup photographié Brigitte Bardot. Alors, c'est drôle, j'en ai parlé avec elle. Ouais. C'est-à-dire que j'ai eu cette chance-là parce qu'en général, elle ne nous regardait pas. Elle faisait semblant de ne pas nous voir. Et on n'était bronzés que jusqu'à là, puisqu'on passait des fois la journée dans l'eau. Je suis vraiment épaté par cette exposition, je la trouve géniale, parce qu'elle est très dense. Et Merci. on sent qu'il y a encore que ça a été réduit. Johnny, il a une place à part dans vos souvenirs. C'est 20 ans de ma vie. Cette image qui est en bas, là, qui était faite à l'Olympia, a servi d'affiche pour Jean-Philippe, le film qu'il a fait. Vous êtes devenu le photographe officiel de Je Johnny. suis devenu son photographe officiel, mais surtout son pote. Vous ne trouvez pas que toutes ces photos nous renvoient un peu à une époque festive qui a tendance à disparaître? Ce qui me frappe le plus, c'est qu'on est dans une époque submergée d'images, avec très peu d'images intéressantes et justes. Et là, on voit un instinct qui est incroyable quand même, et une qualité, une sensibilité qui est extraordinaire. Merci. Depardon dit de vous que vous êtes un excellent photographe, le plus rapide de tous. Il faut être rapide quand même. Ouais, il est gentil, Raymond. J'ai appris à être rapide parce que c'est une époque où il fallait l'être. On voudrait recréer certaines de ces photos, on n'y arriverait pas. Impossible. Parce qu'il y a une qualité plastique qui est incroyable.
Quel est l'artiste qui vous a donné le plus de fil à retordre? Pas facile votre question. C'est ou Romy ou Johnny? Le plus grand scoop? C'est Sarah Ferguson, qui était la femme du prince Andrew à l'époque, qui a eu une aventure avec un financier. Il y a une photo qui est énorme où elle se fait lécher les pieds. Et ça a fait toutes les lunes des journaux anglais, le monde entier. C'était peut-être du protocole, hein, on ne sait pas. Baisse-pied, c'est pas... Non, alors on a pensé que c'est la reine d'Angleterre qui m'avait payé pour faire cette photo. Ah oui. Est-ce qu'il y a eu une photo de trop, une, que vous regrettez peut-être? Sur ce plan-là, je m'étais fait une règle. Je ne pénétrais pas les propriétés, je protégeais les enfants. Puis il y a eu une photo de fête du fils de Romy Schneider qui s'était empalé sur les grilles de la maison de sa grand-mère et qui a été exposée dans une morgue pendant 3 ou 4 jours. J'avais l'occasion de faire l'image, je ne suis pas rentré la faire. La photo dont vous êtes le plus fier? Le portrait de Simone Veil, sans hésiter. Vous êtes déjà venu Oui. à la Maison de la Culture du Japon? Oui, ça me fait très plaisir d'y revenir parce que je trouve que la culture japonaise, c'est très intéressant, il ne faut pas l'oublier. Bertrand, vous venez de sortir votre 6e album solo qui s'intitule Rêve Capital et qui clôt une trilogie. Comment vous l'avez conçu, cet album? Je l'ai conçu très, très lentement, juste après avoir sorti le précédent. Les chansons qui s'accumulent, des morceaux, on se dit ça serait bien qu'on les sorte. Je prends mon temps, c'est-à-dire je sors un disque tous les 4-5 ans, je ne veux pas infliger aux auditeurs trop de disques, surtout qu'entre-temps je fais d'autres choses, je fais des musiques de films, je fais des arrangements ou des productions. Toutes les chansons avaient été écrites avant le confinement. Et ce qui est drôle, c'est que beaucoup de ces chansons paraissent décrire le monde dans lequel on vit aujourd'hui, mais c'était parce qu'il était peut-être déjà un peu sous-jacent à l'époque. C'est la loi du rêve capital. Je ferme les yeux, c'est l'écran total. Dans cet album, on retrouve tout ce qui vous caractérise, des textes philosophes, des mélodies, des arrangements exigeants. Et pourtant, quand j'écoute votre voix, on a toujours un peu l'impression de vous balader sur un fil. Est-ce que vous avez conscience de cette fragilité qui contraste avec la maîtrise de tout le reste? Oui, mais cette fragilité, je la revendique. J'essaye simplement de chanter comme je parle. Donc, peut-être qu'il y a une fragilité, mais c'est une fragilité qui n'est pas si fragile que ça. Ça m'amuse d'une certaine façon, parce que bien sûr, la voix, c'est toujours l'élément le plus friable, le plus discutable. Donc j'essaie pas du tout de surinterpréter et j'essaie simplement que la voix soit un prolongement du reste. Et dans la chanson, c'est un instrument parmi les autres et qui a son importance, bien sûr. Vous chantez « L'homme idéal, c'est moi ». Alors je vais vous laisser développer. Ah non, mais je suis un interprète là-dessus. Le texte est de Chalumeau. Si je le pensais, jamais je le dirais. Ce texte de Laurent Chalumeau, il est très fin, très drôle. Et voilà, il parle du monde dans lequel on est, mais il le fait d'une façon qui est, qui est drôle, qui est subtile. Encore faut-il trouver quelqu'un qui me mérite. L'homme idéal, c'est moi. Le sort a dit, ce serait toi. Dans la musique, vous êtes très polyvalent, compositeur, arrangeur, producteur. Vous avez travaillé sur plus de 200 albums, composé plusieurs bandes originales pour le cinéma. Quelles sont les collaborations qui vous ont le plus marqué? Chaque collaboration, en fait, c'est une expérience très différente pour moi parce que je ne me suis jamais retrouvé à appliquer une recette et à la décliner. Peut-être que ce qui était le plus neuf pour moi, c'était parfois quand j'ai eu l'occasion de travailler avec des artistes très populaires comme Marc Lavoine, qui est un artiste que j'apprécie beaucoup, qui est très exigeant. Ou alors au cinéma, j'ai eu l'occasion une fois de faire quelque chose de très particulier pour Bertrand Tavernier. Et j'avais été absolument enthousiasmé par sa façon de motiver les personnes autour de lui, de leur faire confiance, de nous donner envie de se surpasser. J'ai remarqué que les personnes vraiment talentueuses, profondément talentueuses, étaient souvent des personnes humainement très intéressantes. En 1995, vous avez créé votre propre label, Tricatel. L'objectif premier, c'était quoi? C'était de ne pas dépendre du désir des autres ou de produire des disques inclassables, comme vous l'avez fait avec Valérie Lemercier, Michel Houellebecq ou plus récemment Chassol et Catastrophe.
Je travaillais comme producteur freelance, on va dire, pour d'autres labels. J'avais travaillé en Angleterre, en Belgique, en Suède, un peu partout. Mais les artistes qui me semblaient intéressants, les artistes que j'admirais, j'avais beaucoup de mal à trouver des maisons de disques ou des labels que ça intéresse. Donc je me suis retrouvé à produire ces disques-là moi-même, mais ce n'était pas au départ... C'était pas une volonté, c'était presque une nécessité. C'est des aléas, des choses un peu négatives qui deviennent positives. Et je trouve que voilà, faire un label, c'est faire des disques qu'on a envie d'écouter. Vous êtes un adepte des grands écarts artistiques, produire Christophe Willem, Alizé, remixer Dépêche Mode, arranger Supergrass, c'est forcément faire preuve de beaucoup d'éclectisme. Moi, ma question, c'est la suivante. Quel est le fil conducteur de tous ces projets et peut-être la ligne rouge que vous ne franchirez jamais ? Le fil conducteur, c'est d'aimer écouter de la musique, d'aimer des choses qui nous charment, qui nous surprennent, de faire des rencontres aussi. Après, le fil rouge, c'est que je pense que je n'ai pas d'espèce d'instinct marketing. C'est-à-dire que ce que moi j'ai envie d'entendre au moment où j'ai envie de l'entendre, ce n'est pas forcément ce qui va être ce que vont passer les radios à ce moment-là. Je n'ai pas ce sens-là. Mais ça m'oblige à une forme d'honnêteté. Une de vos chansons s'intitule « Vous êtes ici ». Vous êtes où, vous, Bertrand Burgalat ? Là, je suis à la Maison de la Culture du Japon. Ça me fait très plaisir de voir une exposition consacrée à Goldorak. Quand j'avais 20 ans, il y avait ça tous les jours à la télévision. Et ça nous paraissait navrant, alors qu'aujourd'hui, on se rend compte que cette culture japonaise, aussi toute l'animation, les studios Ghibli, tout ça, c'était beaucoup plus sophistiqué que ce qu'on pouvait l'imaginer. Vous êtes ici? Oui. Vous êtes ici. C'est votre appli qui le dit. Au point précis de la faille spatio-temporelle. Dans son Paris des Arts, Bertrand nous emmène à la rencontre d'un créateur aux multiples facettes, Jean-Charles de Castelbajac. Infatigable, jamais à court d'idées, celui qui est devenu le directeur artistique de la marque Benetton a investi le centre Georges Pompidou avec une exposition atelier « Le peuple de demain » pour les enfants et tous les adultes qui ont gardé une âme d'enfant. Bon, vous vous connaissez bien tous les deux, comment vous vous êtes rencontrés ? On s'est rencontrés il y a longtemps, mais moi, en tout cas, la première fois que j'ai entendu un créateur de mode qui parlait, je voyais à la télé et qui disait des choses qui m'intéressaient, c'était Jean-Charles. Je me suis dit, j'aimerais bien connaître ce type-là. Et j'ai rencontré 15 ans plus tard, un truc, et voilà, on est restés amis. Et depuis, vous avez essayé de le faire chanter ? Non, mais je ne sais pas te faire chanter. On a toujours des projets en cours, des rêves en cours, on a toujours tricoté une espèce de projet de changer le monde. Je crois qu'on a la même force d'utopie. Bon, Jean-Charles, avant de parler de cette exposition, un mot sur cet univers de la mode que vous explorez depuis plus de 40 ans avec tout ce qui vous caractérise, ces couleurs primaires, ce sens de l'inappropriation, en tout cas, la façon de détourner les objets, le refus du cloisonnement. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous guide? Qu'est-ce qui vous séduit encore? La témérité, l'audace, comme Bertrand l'a eu durant toute sa vie, en fondant le seul label rock en France et en révélant de jeunes artistes. Ce qui me séduit, c'est l'aspect de sa tour. C'est pourquoi je suis à Pompidou aujourd'hui. C'est d'avoir cette plateforme, d'avoir créé cette installation pour révéler le talent de jeunes générations, pour être un passeur. Qu'est-ce qui vous séduit le plus, vous, dans l'univers de Jean-Charles? Vous avez dit que vous avez tout de suite été séduit par son discours. Oui, Jean-Charles, il y a quelque chose, c'est quand même quelqu'un qui est un rêveur, mais qui arrive à concrétiser ses rêves. Et toute sa vie, ça a été ça. Et je trouve ça merveilleux. Tout ce qu'il fait, sa façon de vivre, tout ce qu'il crée, on sent qu'il a gardé l'âme d'enfant dans ce qu'elle a de mieux, dans ce qu'elle a vraiment de plus viscéral, de plus spontané. Et ça, je trouve ça merveilleux. Et quand on voit une exposition comme ça aussi, on voit qu'il est tourné vers les autres. Quand on arrive à 50 ans de travail, comme moi, ça fait maintenant 5 générations que j'ai mis en place mon art au travers différents médiums, le dessin, la mode, l'installation, la scénographie. On est en mesure d'installer, comme aujourd'hui, le peuple de demain au Centre Pompidou. Alors, je vous ai toujours entendu dire que votre inspiration, dans la mode notamment, vous alliez la puiser dans l'enfance. C'est encore l'enfance qui s'est exprimée ici? Oui, dans l'enfance, plutôt dans l'histoire en fait. Je suis un passionné d'histoire. Et moi, j'ai voulu
exprimer ma passion pour les signes, pour l'héraldisme, pour la vexillologie, la science des drapeaux, la science des blasons, et dire aux enfants, crée ton signe en relation avec tes émotions. Dernier mot sur cette exposition, j'ai remarqué que pratiquement tous les ateliers, il y a un univers sonore, musical. La musique, c'est quelque chose qui vous habite. Important. La musique, c'est ce qui a guidé mon chemin d'amitié avec Bertrand. On a partagé ça toute notre vie. C'est ce qui permet de ne pas vieillir. Hein, c'est ce qui permet d'être immortel et pérenne et de voir la modernité toujours devant. Et là, j'ai fait appel à un jeune compositeur qui s'appelle Julien Granel pour composer des sons qui correspondent aux émotions. C'est la fin de cette émission. Merci Jean-Charles, merci à vous Bertrand. Vous pouvez revoir le Paris des Arts sur notre site internet, mais pas avant d'avoir essayé l'une des installations. À très vite pour de nouvelles aventures. C'est la première fois que je fais de la marelle en costume. Attendez.